Bonjour mes amis intuitifs. Alors aujourd'hui, un exercice qui finalement va vous montrer comment, enfin en réalité ça va être trois exercices. La première partie, donc je vais dire spontanément ce que je ressens, ce qui me vient à l'esprit quand je découvre l'objet, parce que ce sont des objets qui sont sous cette nappe. Et ensuite, ça va peut-être un peu délirer, hein, je vais faire des associations d'idées qui me viennent à propos de, spontanément, à propos de l'objet qui est dans ma main. Alors, il y aura des qualités, ce sont des objets, donc il y aura toujours des qualités, d'autres des choses qui seront un peu moins positives, qui pourront être des qualités ou des choses un peu moins positives et des choses que vous avez à travailler si c'est pour vous-même, hein, ou simplement des qualités ou des petits problèmes qui devraient être résolus par rapport au projet que vous avez, donc par rapport à la comment dire, à la question que vous avez posée. Alors, à partir de maintenant, je vais commencer. Donc, vous devez avoir choisi entre 1 et 10. Hein, entre 1 et 10, spontanément, après avoir formulé votre question, quelle sera la réponse que vous sentez intuitivement que je vais donner à votre question. Pardon. Alors, je vais donc choisir la première chose. La première chose qui vient, c'est une balle de golf. Alors, une balle de golf, elle paraît apparemment, elle est petite, mais c'est quelque chose de finalement assez lourd. Mieux vaut quand vous êtes enfin sur un terrain de golf bien respecter comment dire les barrières, hein, parce que si vous recevez cette petite balle de rien du tout qui paraît une balle de rien du tout sur la tête, vous pouvez en mourir. Récemment, il y a eu une personne qui a, enfin je crois il y a 7-8 mois, une personne qui a perdu un œil justement parce qu'elle avait débordé sur un départ derrière les barrières, enfin il me semble, hein, je ne suis pas absolument certaine, mais enfin de toute façon elle a perdu son œil en recevant une balle de golf. Donc c'est une petite balle qui apparemment est inoffensive, mais qui finalement peut aller très très loin. Et avec vous savez, le club de golf, une fois que ça part à toute la vitesse, bon, le but évidemment est d'atteindre un petit trou, comment dire, un petit trou avec une bannière là au milieu. Et donc c'est ça, c'est le but, c'est d'atteindre le trou. Alors parfois on y arrive en un seul coup, ce qui est très très rare, hein, ce sont des super champions, mais les trois quarts du temps, bon évidemment ça dépend aussi de la longueur du terrain, de ce parcours de golf comme on dit. Bon, moi je n'en joue pas, mais ce sont des parents à moi qui en jouent, donc je m'y connais un peu, mais ça m'intéresse vraiment pas du tout. C'est pas un sport moi qui me shoot. Bon, en réalité, moi, il n'y a aucun sport qui me shoot, donc ça, je dois dire aussi ça. Donc voilà, le golf est un sport, comment dire, on joue contre soi-même, bien sûr il y a des compétitions, mais on joue contre soi-même, il faut vraiment se concentrer. Moi je trouve que c'est un sport très mental, mais c'est un sport qui demande énormément de concentration, de fair play aussi, hein. Il y a des lois, enfin des règles, bon des lois, des règles sur le fair play. Donc je veux dire, alors les gens disent que c'est un peu snob, en réalité je sais que c'est pas du tout snob. Bon, il y a des clubs certainement où les gens sont snobs, mais d'une façon générale, bon, les gens jouent contre eux-mêmes quelque part, hein, vous voyez, donc moi je trouve ça énervant, hein, comme sport. Mais c'est agréable parce qu'on les terrains de golf sont toujours dans des endroits évidemment en pleine nature, donc on est entouré de verre, on peut marcher, c'est vivifiant, mais c'est fatigant, hein, je peux vous dire qu'une fois, enfin ça s'appelle des trous, hein, chaque truc s'appelle des trous, chaque parcours, il y a 9 trous, 18 trous, bon, quand vous faites, déjà vous avez 9 trous, il faut quand même être résistant. Donc ceci est comment dire, pour les personnes qui ont répondu à la question numéro 1. Alors maintenant je trouve autre chose. Voilà, c'est un étui à lunettes.
Alors, c'est un étui à lunettes qui est rembourré, qui est assez sobre, hein. Il a un gros avantage, effectivement, c'est que il est bien rembourré. Il est bien protégé, bien rembourré. Pourquoi? Parce que, vous allez voir, ça protège des lunettes qui sont assez rigolotes. Alors, j'enlève les miennes et je mets celle-ci. Hein, voilà. Alors, vous voyez, bon, là, il manque un verre, mais ce sont des lunettes. Alors, c'est très original. Il y a un verre carré et puis un autre qui est rond. Donc, c'est original, c'est très malléable, hein, c'est très malléable. C'est assez pratique, c'est rigolo. Moi, je trouve ça extrêmement rigolo. C'est pour ça que j'en ai acheté un à peu près de toutes les couleurs, parce que ça va bon avec mes tenues. C'est d'assez bonne qualité, hein, finalement, c'est d'assez bonne qualité, et c'est surtout très original. Et l'autre jour, j'attendais le train en gare, et puis il y a un monsieur d'un certain âge, typiquement portugais, ce qu'on pourrait appeler la France profonde, vous voyez, cela dit sans absolument jugement, ni critique, ni quoi que ce soit, mais c'était bien la dernière personne à laquelle je me serais attendu, enfin, qui m'aurait posé une question. Vous voyez, dans toute la gare, j'aurais jamais pensé que c'était cette personne. Il était en face de moi et il me dit, mais excusez-moi madame, mais c'est exprès que vous avez un verre carré et l'autre, c'est drôle. Alors je lui dis, bah oui, non, c'est exprès, je l'ai acheté comme ça et c'est amusant, c'est fun. Hein, c'est rigolo. Donc, je m'attendais pas du tout à ce qu'une personne me pose la question. Déjà, qui pose la question, parce que les enfants, eux, quand ils me voient, ils rient, ils s'amusent, eux, ça leur plairait. Et bon, il y a beaucoup d'enfants qui ont aussi des petites lunettes comme ça, enfin, ou des ados. Donc, eux, ça leur plaît, c'est rigolo, c'est original, c'est un peu excentrique, et ça fait parler. Et parfois, vous voyez, c'est quelque chose, cette paire de lunettes étranges, originale et un peu excentrique, a permis d'établir un dialogue avec une personne à laquelle je n'aurais certainement jamais pensé. Je n'aurais jamais pensé pouvoir parler avec cette personne, et c'est lui qui est venu vers moi et qui m'a posé cette question. Alors, le seul truc, hein, là, celle-là, je l'ai cassée. Je l'ai cassée parce que je l'enlève, je la mets, je l'enlève, je la mets. Et ce faisant, il y a un truc qui s'est cassé. Donc, ma manie hein, que j'ai de faire ça, de recommencer un peu, bon, toujours la même chose, hein, eh bien, j'ai cassé ma paire de lunettes. Donc là, je vais bah, elle est perdue, elle est fichue, il n'y a rien à faire. Donc, mais cet étui est très pratique, on le met on le met dans le sac et il est vraiment extrêmement bien protégé. C'est moi qui l'ai cassé, c'est pas le bon, voilà, par habitude, mauvaise habitude, voilà. Donc ceci répond à la question numéro 2 pour tous ceux qui ont choisi la numéro 2. Donc je choisis, qu'est-ce qui se passe? Oh, Duracell. Une pile. Alors, les piles, la pile Duracell, moi, ça me fait penser, parce que je suis très énergique. Ça se sent, des fois, vous le dites, que j'ai beaucoup d'énergie. Bon, c'est pas mal à 75 ans d'avoir encore de l'énergie. Enfin, pas tout à fait 75 ans, il me manque encore 15 jours. Et ma fille m'appelait Duracell. Elle m'appelle Duracell. Et voilà, Duracell qui est reparti. Donc Duracell, bah ça dure, c'est un synonyme de comment dire de solidité, ça dure, ça. Oui, moi ça me fait penser au petit lapin. Vous savez, au petit lapin là, on dit, on le remonte, hop, ça y est, il avance. Donc c'est la publicité, mais c'est vrai qu'elles durent plus longtemps, elles sont résistantes et de bonne qualité, hein, de toutes. Je fais pas la publicité pour Duracell, mais c'est vrai qu'elles durent très longtemps. Bon, le côté négatif, hein, c'est que comment dire, les piles qui sont très utiles, qui nous permettent vraiment d'écouter, enfin, comment dire, d'avoir à notre disposition du matériel qui marche avec des piles. Hein. Le gros inconvénient, c'est que ça pollue énormément. Et je ne sais plus combien de dizaines d'années, je me demande même si ce ne sont pas des centaines d'années, pour que ce soit complètement évacué de la terre. Il y a des gens qui le jettent.
Donc moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est vraiment de le mettre, bon, je suis vraiment écologiste, de le mettre là dans les endroits où, vous savez, il y a des endroits où on peut mettre nos ordures et puis les piles. Donc là, je recommande de mettre les piles, une fois elles sont en fin de vie, et bien de le mettre dans un endroit où on pourra les recycler, où on pourra faire pour que notre mer, la terre, ne soit pas encore plus polluée, et enfin qu'on laisse un héritage, ma foi, un peu normal à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc, ceci répond... Alors, Duracell, oui, j'ai encore oublié un truc, donc Duracell, le petit lapin. Alors, le petit lapin, c'est amusant, vous voyez, c'est synonyme que on peut longtemps, avec Duracell, ça peut durer longtemps, mais évidemment, ça a une durée de vie quand même, somme toute, limitée, puisqu'il y a un moment donné, ben, elle marche plus. Bon, c'était donc pour les personnes qui ont répondu à la question numéro 3. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Oh, un petit livre. Oui, un petit livre. Le chevalier à l'armée rouillée. C'est un petit livre que j'ai acheté, tenez-vous bien, en 91 ou 92. Donc, c'est un petit livre que j'aime beaucoup. Je vous le conseille, hein, c'est comment dire, bon, pour les gens pour tout le monde en réalité, hein, qui nous apprend justement à devenir plus souple, parce que quand on a une armure, on se protège, on ne laisse pas les autres approcher, on pense qu'on est protégé, mais en réalité là, ce qui se passe, c'est qu'elle est rouillée, on peut plus l'enlever. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on se met une armure, une protection? Eh bien, il y a un moment donné, on n'arrive plus à l'enlever, on n'arrive plus à, comment dire, à être normal, authentique. Bien sûr, on joue un rôle. C'est un masque aussi, bien sûr, c'est un masque. Donc ce petit livre qui se lit très facilement, mais il n'a pas beaucoup de pages, mais il est plein comment dire, moi j'aime bien les contes, hein. C'est évidemment c'est un conte, mais Robert Fischer, il a écrit d'ailleurs beaucoup d'autres livres. Au bout du livre, on comprend que effectivement, plus on est dans l'authenticité, plus on montre notre vulnérabilité, plus on est fort finalement, parce qu'une fois qu'on a montré notre vulnérabilité, on n'a plus peur que les autres découvrent qu'on a peur, ou que justement on est vulnérable, on a des faiblesses, parce que on l'a déjà dit, on l'a déjà montré. Donc plus on va admettre, on va accepter ce que Jung appelait l'ombre, hein, vous savez, ce qui est derrière, ce qui est sous le tapis, plus on accepte nos parties qui sont peut-être pas aussi reluisantes qu'on souhaiterait l'avoir, mais qu'on s'accepte inconditionnellement, qu'on s'aime inconditionnellement, et bien à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin de notre armure, et alors là, bon, je ne vous dis pas comment ça finit, mais enfin, évidemment, ça finit bien. Mais là, quand elle est rouillée, ça veut dire quoi, rouillée? Eh bien, ça veut dire qu'on est tellement habitué à avoir un masque, à avoir cette armure, à avoir qu'elle rouille, et à un moment donné, oui, comme je vous disais, on ne peut plus l'enlever. Et alors, bon, je vous dis pas comment il va réussir à l'enlever, parce que, bon, enfin si, je vais vous le dire, il faudra quand même, changer, hein, il y a des choses à changer, il y a des attitudes à changer, et c'est ce qu'il nous dit tout au bout de ce livre, qui n'a pas beaucoup de pages, hein, il a 150 pages, 155 pages, mais il est plein de sagesse, et il nous apprend effectivement à nous regarder et à se dire, bah oui, finalement, là, j'ai encore mis une armure. Beaucoup de gens mettent une armure. Moi, j'en ai mis une pendant très longtemps. Avoir peur de montrer la honte, avoir peur de montrer que des fois on a peur, que des fois on a besoin des autres. Donc, je vous conseille fortement ce petit livre, Le chevalier à l'armure rouillée. Et ceci répond à la question numéro 4. Comme vous voyez, le livre en lui-même, je n'ai pas parlé du livre en lui-même, mais j'ai parlé de ce que ça m'éveillait. Voilà, donc vous voyez, il y a des associations d'idées, bon, ça a glissé vers d'autres choses, mais quand vous avez un exercice intuitif, allez-y, c'est tout ce qui vous vient ne vient pas par hasard, donc c'est du matériel qui vous arrive, et donc c'est important de bien vous écouter, de vous enregistrer, et de, comment dire,
de profiter de tout ce que vous dites. Si ça vous gratte, bah vous dire, oh là là, ça me gratte, oh je suis pas à l'aise, oh je transpire. Vous voyez, tout est une indication de votre corps, bien sûr, et de ce qui se passe. Votre intuition vous transmet des messages. Donc, on va attaquer, entre guillemets, attaquer, bien sûr, l'objet là c'était le numéro 4. 1, 2, 3, 4. Et donc là c'est le numéro. Attendez, oui, 1, 2, 3, 4, numéro 5. Oh là là, voilà, il faut pas que je me trompe. Alors, ceci c'est une petite. C'est très joli, c'est un petit sac. Hein, un petit sac en broderie, enfin, dans lequel il y a un tarot. Ce tarot, bon, c'est le tarot pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Vous savez que je me sers énormément du tarot psychologique du docteur Roussel. Et donc c'est ce tarot-là, noir et blanc, que je trimballe toujours depuis des années, depuis 30 ou 40 ans. Je me trimballe donc avec ce tarot parce que, ou pour moi, ou pour quelqu'un, il y a toujours à un moment donné ou à un autre, quelqu'un qui souhaite que je lui fasse un tarot, ou moi j'ai envie de me faire un tarot, tout simplement. Donc il a beaucoup voyagé, hein. C'est un petit sac avec ce jeu, du reste pas un jeu, un tarot, qui a beaucoup voyagé. Je le glisse toujours dans mes affaires. Parce que je me dis toujours que ça peut aider quelqu'un, aider à découvrir ce qui se passe d'un problème, ou tout simplement m'aider moi-même aussi. Hein, des fois, bon, je ne l'utilise pas systématiquement dès que j'ai un problème, pour ne pas devenir dépendante. Et puis parce que on peut, le mental étant super puissant, hein, vous savez, le mental diablotin. On a tous un mental diablotin, est super puissant, donc quand je suis préoccupé par quelque chose, ou j'ai vraiment, oui, c'est une question un peu plus existentielle, j'aurais tendance évidemment à sortir la carte qui me convient ou qui m'apaise. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Si je suis avec quelqu'un que je connais ou quelqu'un qui est à côté de moi, si j'ai un problème, je lui dis, bon, bah écoute, est-ce que toi tu peux m'aider? Est-ce que tu peux... voilà, moi j'ai une question, normalement je ne la dis pas, pour que la personne ne soit pas influencée, et la personne répond à ma place. Hein, c'est l'exercice du messager. Alors, donc comme je vous disais, ça a beaucoup voyagé. Il est allé en Inde, il est allé aux États-Unis, il est allé en Italie, il est allé bien sûr partout au Portugal, en France, bien sûr, là, je l'emporte. Je pars en France, donc je l'emporte. Donc c'est quelque chose qui pour moi est utile et qui fait partie de ma vie. Mais je vous dis, le tarot fait partie de ma vie, mais je ne l'utilise qu'à bon escient, c'est-à-dire pour aider les autres, bien sûr, mais pas pour systématiquement comme béquille, voyez-vous, je ne veux pas m'en servir comme béquille. Bon, j'ai eu cette tendance, hein, tout au début, il y a une quarantaine d'années, j'avais un peu la tendance pour tout et pour rien, j'ouvrais un tarot, ça ne voulait plus rien dire, hein. Finalement, ça ne pouvait plus rien dire, parce que, à force de poser toujours la même question de 10 000 façons différentes, le tarot, il devait se dire, j'en ai marre, écoute, je lâche prise, hein, voilà. Et effectivement, donc ça, cette petite pochette, hein, qu'on appelle un pochon, je crois, finalement, bah tiens, je regarde, et la prochaine fois, il va falloir que je le lave, à force de le manipuler et à force de l'avoir dans les mains, bon bah il a besoin d'être lavé. Bon, j'ai plus le temps de le laver, donc ça sera la prochaine fois. Donc c'est quelque chose pour moi qui est utile, qui fait partie de ma vie, qui fait partie de mes bagages tout le temps. C'est très rare que je ne l'emporte pas. Quand je ne l'emporte pas, c'est toujours... Il y a toujours quelqu'un, souvent quelqu'un de ma famille qui me dit « Mais tu n'as pas emporté ton tarot ?» Ça m'est arrivé 3-4 fois, j'avais oublié. Donc à chaque fois c'était vraiment utile, à chaque fois où j'aurais dû l'emporter et que je ne l'ai pas emporté, ça aurait été utile. Donc maintenant je fais très très attention quand je fais mon checklist, vous savez, pour les choses absolument importantes à emporter dans ma valise quelques jours à l'avance, je mets toujours le tarot, il est toujours en bonne place. Voilà, donc utile, agréable, mais il ne faut pas abuser. Ceci répond à la question des personnes qui ont répondu 5. Alors, on va prendre la 6. Alors, la 6. Ah, alors la 6, c'est une petite pochette.
C'est une petite pochette que j'ai achetée il y a très très longtemps, en Thaïlande, à Bangkok. Mais très très longtemps, hein, ça date d'au moins 12-13 ans. Et puis un jour j'avais trouvé dans un livre des petites cartes des petites cartes du tarot de Béline, vous savez, de l'oracle de Béline. Alors, bah c'est pareil, j'ai eu ma phase du tarot de Béline. C'est par phase, mais bon, celui-là, c'est pas par phase, le précédent, je l'emporte tout le temps, mais j'ai eu ma phase pardon, du tarot de Béline, et donc j'ai trouvé que c'était extrêmement pratique. Donc c'est une petite pochette qu'on met facilement dans son poche ou dans sa valise. Donc Bangkok, enfin c'était, je crois, la dernière fois que je suis allée à Bangkok, mais si ça fait très longtemps, il y avait eu des inondations absolument catastrophiques, et il y avait de l'eau partout. Bon, par chance, là où était notre hôtel, avec ma fille, il y avait de l'eau, mais bon, un peu, on la voyait l'eau, hein, mais elle n'est pas arrivée jusqu'à notre hôtel, donc il y avait des sacs de sable partout, tous les commerçants avaient mis des sacs de sable. Quand on est arrivé en avion, on a vu ces inondations monstrueuses à Bangkok. C'était c'était quelque chose de très impressionnant, terrible, hein, terrible, parce que il y a eu des pertes évidemment de personnes qui sont décédées, et puis tout a été bousillé. L'eau, vous savez, ça emporte tout, ça s'incruste partout, et une fois que, alors le feu ça brûle, mais l'eau ça s'incruste partout, et c'est très très difficile après pour récupérer les choses. Vous me direz, le feu et l'eau, c'est un peu pareil, ça détruit tout. Enfin, le feu, on arrive, vous me direz, l'eau aussi, mais j'ai le sentiment que le feu, ça détruit, enfin, il arrive à rester quelques petites choses, alors que l'eau, c'est plus insidieux, c'est plus, ça va partout, vous voyez, et puis, regardez, hein, les roches, les rochers, l'eau s'est faufilée, ça a duré des millions d'années, et puis, ou des milliers et des milliers d'années, et puis ça, finalement, petit à petit, ça rogne sur le granit, parfois, sur les pierres, et c'est ce qui fait aussi la beauté de certains paysages. Donc l'eau, c'est quelque chose de... moi qui me fait assez peur. Déjà j'ai peur de l'eau parce que je sais pas nager, j'ai failli me noyer 2 fois, donc effectivement j'ai un peu peur de l'eau, et j'avais acheté, donc je reviens oui, alors je finis sur l'eau, et l'eau m'angoisse un peu. Vous voyez, je ne ferai jamais de croisière parce que je trouve ça absolument entouré d'eau pendant 8 jours. Pour moi, en dehors du fait qu'il y a des milliers de gens sur le même bateau, pour moi c'est angoissant, et jamais je ne ferai de croisière, même si tout le monde me dit ah tu devrais essayer, etc., etc. Certainement pas. Non, 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 alors là non, pas possible, juste pas possible. Donc cette petite pochette, je l'avais achetée avec d'autres. C'est Naraya, mais ils font beaucoup ça. C'est donc de l'artisanat. Thaïlandais, un peuple que j'aime beaucoup, hein, d'une façon générale, parce que les personnes que j'avais rencontrées sont extrêmement gentilles. Alors moi, ce que j'adore aussi chez les Thaïlandais, c'est le foot massage, c'est le massage du pied. C'est quelque chose de divin, quelque chose qui vraiment, moi, me transporte. Dès que j'arrivais, hop, je partais me faire le foot massage. Donc le massage du pied, parce que après ça, après toutes ces heures d'avion et ce massage, alors je dormais comme un bébé, pas de décalage horaire, rien du tout, je dormais absolument comme un bébé. C'est quelque chose d'absolument fantastique, ce foot massage, et je crois que ce sont les Thaïlandais qui en sont les spécialistes. Donc c'est utile, cette petite pochette, c'est agréable, c'est pratique, on le met, on le glisse dans sa... c'est fermé aussi, hein, c'est fermé, donc toutes les petites cartes ne vont pas partir. Et puis c'est surtout ce côté pratique, petit, pratique, et qui finalement a une assez grande contenance. Donc ceci répond à la question numéro 6. Et on va prendre maintenant, alors, une agrafeuse. Alors, une agrafeuse, ça agrafe.
Hein, là, quand vous avez, vous prenez, vous savez que l'intuition se sert de n'importe quoi pour répondre à vos questions. Donc là, j'ai pris des objets qui sont autour de moi dans mon bureau pour vous montrer à quel point des objets de tous les jours, des objets que j'utilise absolument couramment, peuvent aussi me servir pour répondre à mes questions. Là, apparemment, ce sont les vôtres, mais de toute façon, c'est la même chose. Je vous dirai tout à l'heure comment faire pour faire des après-midi intuitives avec ce type de jeu. Donc une agrafe, ça agrave. C'est utile parce que bon, ça permet d'agrafer des feuilles entre elles. Bon, ça permet aussi qu'elles ne s'envolent pas, qu'elles ne soient pas perdues, qu'elles soient toujours dans un bon ordre. Donc c'est quelque chose qui permet aussi d'organiser une agrafeuse en agrafant. C'est quelque chose que tout le monde a, hein, parce que effectivement c'est quelque chose de sûr. Voilà, on agrafe, on ferme quelque chose. Hein, c'est donc c'est un objet qui est mal aimé. On pourrait dire maintenant, je sais bien que on fait des agrafeuses qui sont rigolotes avec qui ont des formes de coccinelles, qui ont des formes d'autres animaux, qui sont agréables. Ça, c'est un elle a au moins 30 et quelques années, hein, ah oui, elle a au moins 35 ans, cette agrafeuse. Donc je suis conservatrice, je fais très attention à mes affaires, je ne les abîme pas facilement. Hein, c'est une chose, elle est, bon, on voit qu'elle est pas, elle est pas d'hier, elle est pas jeunette. Cela dit, c'est quelque chose effectivement qu'il est important d'avoir dans un bureau pour éviter que les choses se perdent, hein, pour éviter que y ait des feuilles qui s'envolent ou des comment dire des dossiers hein, qui soient dans un mauvais ordre et tout ça. Donc le seul problème, hein, c'est qu'une fois que c'est agrafé, parfois pour enlever l'agrafe, on a du mal, on se blesse. Vous voyez, enfin moi je me blesse un peu les doigts ou l'ongle, hein, on s'abîme les ongles. Donc il faut faire quand même très attention puis ça peut quand même être dangereux. Si vous avez de grosses agrafeuses, bon, moi j'ai connu une personne, c'était pas une agrafeuse comme ça, mais elle avait mis le doigt, je sais pas comment elle avait fait son compte, mais la graffeuse est tombée dessus, ça l'a vraiment passablement blessée. Donc c'est un objet utile, mais à manier quand même. Il faut faire attention. C'est pas comment dire. Complètement bénin, hein, c'est voilà, ça peut être un objet. Puis celui-ci il est fort, donc on peut, je dis trop drôlement policier, c'est sûr, enfin on peut le mettre sur la tête de quelqu'un. Enfin on l'a quand même bien en main, vous voyez, on l'a bien en main, mais il faut faire attention à son usage. C'est pas un usage comme ça, et surtout jamais à mettre entre les mains d'enfants, de petits enfants. Parce que eux, alors là, à tous les coups, ils peuvent mettre leurs petits doigts en dessous, enfin entre les deux trucs, et au lieu d'agrafer comment dire, des feuilles de papier, ils peuvent s'agrafer le doigt et ça peut leur faire très très mal. Donc un objet à manier quand même avec précaution. Et ceci répond à la question numéro 7. Alors, il nous en reste encore 3. Alors ça, vous vous demandez peut-être ce que c'est. Eh bien, c'est une boussole. Voilà, c'est une boussole. J'ai acheté ça il y a très très longtemps. Je voulais avoir une boussole. Je ne sais pas du tout m'en servir. Hein. Je suis jamais allé chez les scouts. Donc je ne sais pas du tout m'en servir. Mais c'est quelque chose qui me fascine, la boussole. C'est pas perdre le nord. Hein, voilà. D'ailleurs, là, le nord, pour moi, il est là-bas. Donc, pas perdre le nord, puisque voilà, pas perdre la boussole, c'est-à-dire c'est très utile aussi. Nos ancêtres, enfin peut-être qu'il y a encore des gens qui s'en servent d'ailleurs, hein, ils doivent s'en servir. Maintenant il y a les GPS et tout ça. C'est peut-être un peu désuet, mais c'est encore sûrement très utile. Et je pense que si j'avais été chez les scouts, eh bien je saurais m'en servir. Alors, pourquoi je sais pas, je vous dis, je suis fascinée par la boussole. Alors, je ne sais pas m'en servir, mais ça fait rien. Je l'ai quand même, et je ne me suis jamais, je ne l'ai pas jeté ni donné. Moi, je donne avec beaucoup de facilité.
Est-ce que ça va m'être utile au 14e étage d'un appartement? Non, probablement pas. Mais je veux dire, je sais pas, en plus elle est jolie. Moi je la trouve, elle est transparente, elle est jolie, elle est attrayante. Et puis la boussole, ça me fait penser au voyage, ça me fait penser au voyage des marins qui partaient. Bon, je suis évidemment à Lisbonne, les marins portugais, Magellan et tout ça, Vasco de Gama, qui partaient de mon appartement. Hein, genre, enfin, évidemment, si j'avais une machine à remonter le temps, je les verrais remonter le Tage et puis partir dans ces grandes aventures. Donc la boussole, pour moi, c'est aussi synonyme d'aventure, de comment dire, eux, je sais pas s'ils avaient une boussole, je crois que ça a été inventé plus tard, mais regarder le soleil, partir à l'aventure, alors, qui dit aventure aussi dit faut quand même bien préparer l'aventure, parce que si vous préparez pas bien l'aventure, vous pouvez y avoir quand même des risques. Il y a quand même pas mal de bateaux, de caravelles qui sont partis dans le fond des mers avec toutes les pertes humaines que cela a entraîné. Donc la boussole, c'est pour nous orienter, c'est pour savoir aussi pas se perdre, hein, bien sûr, pas se perdre, tenir le cap. Donc tenir le cap aussi, pas se perdre. Hein, c'est bien avoir dans l'objectif, bien suivre, c'est vraiment l'organisation, l'utilité, ne pas se perdre. Bon, parfois on peut se perdre et parfois si on se perd, il y a quand même des risques comme tous ces marins là qui partaient. Je dis portugais parce que je suis au Portugal, mais je veux dire tous ces marins qui partaient, Christophe Colomb, tout ça, qui partaient à l'aventure. Moi, je trouve que c'était des gens vraiment, oh là là. Alors là, je sais pas si tous les marins, hein, bon, c'était aussi l'aventure, mais c'était quand même des gens extrêmement courageux parce qu'ils ne savaient absolument pas ce qui les attendait. Et ben voilà, c'est un signe de courage. Donc la boussole, ne perdez pas la boussole, faites attention de ne pas la perdre, et maintenez l'objectif, maintenez le cap. Donc ceci correspond à la question numéro 8, aux personnes qui ont choisi la question numéro 8. Alors, ça, voilà, c'est Bastet. Hein, c'est chat. Alors, j'adore, moi, les chats, puisque j'ai 4 chats. Et ça, c'est la représentation chez les Égyptiens de la déesse Bastet, qui était la déesse aussi de la féminité et de la fécondité, et qui avait donc cet aspect de chat. C'est un chat. Le chat était un animal sacré hein, chez les Égyptiens. Donc c'est ma petite statue de chat hein, que j'aime beaucoup. Alors évidemment, qui dit Bastet, je pense aux Égyptiens, les Égyptiens qui étaient ce peuple, bon cette civilisation absolument extraordinaire, qui nous a laissé des monuments absolument fantastiques, extraordinaires, qui sont relativement bien conservés, alors que la plupart ont 4000 ou 5000 ans. Donc l'Égypte, pour moi, c'est aussi quelque chose de fascinant. C'est ce peuple, ça me fait penser aussi à Cléopâtre. Alors pourquoi Cléopâtre, je n'en sais absolument rien, mais Cléopâtre qui a été vraiment bon, qui a eu un enfant de Jules César, qui finalement après a eu une liaison avec Marc-Antoine et ça s'est fini finalement assez mal pour elle. Mais je veux dire, l'Égypte, quand on pense au rayonnement qu'avait cette civilisation, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Quand moi j'ai commencé à étudier, dans les années 50 et quelques, 60, oui à peu près, enfin non 56. Dans les années 56, on apprenait l'Égypte. Alors, on ne savait pas autant de choses qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de, de diffusion, divulgation. Aujourd'hui, c'est quasiment instantané. Vous avez un petit truc qui se passe à Bombay, immédiatement. À New York, on le sait.
à Paris aussi. Donc aujourd'hui, la communication est instantanée. On sait tout ce que tout le monde fait, enfin tout ce qui se passe partout au même moment, quoi, je veux dire. Donc là, l'Égypte, non, c'était pas comme ça, hein, mais c'était un peuple, donc le pharaon, qui était le dieu vivant, hein, le dieu vivant que tout le monde adorait. Il avait un énorme pouvoir, il avait droit de vie sur ces sujets, et c'était, je veux dire, quand on voit les sarcophages, quand on voit les pyramides, hein, quand on les... C'est quelque chose d'absolument, on se dit, mon Dieu, mais quelle civilisation, comment ont-ils pu construire? Bon, évidemment, le côté négatif, c'est que des milliers de gens ont dû périr dans la construction de ces énormes monuments, finalement, Lego, avoir des pyramides. Alors, ils n'appelaient peut-être pas ça Lego à ce moment-là, bien sûr. Merci Freud. Mais bon, c'était quand même des monuments à la gloire de leur ego, toujours en plus, toujours, et puis bon, c'est, comment dire aussi, lié à la, ces tombeaux, c'était des tombeaux, hein, ces pyramides, donc c'est quand même un peu dommage qu'ils aient été pour la plupart saccagés et puis volés. Mais c'est une civilisation donc qui est fascinante, et le chat donc qui représente pour moi l'indépendance, la liberté. Ils savent ce qu'ils veulent, hein, ils sont un peu têtus aussi, hein. Quand ils ont décidé de faire quelque chose, bah, ils le font, et ils viennent quand ils ont décidé, pas quand vous avez décidé. C'est un chat, les chats sont câlins aussi, mais très indépendants, fiers, et bon, parfois ils griffent. Parfois, il griffe. Bon, donc ceci répond à la question numéro 9. Et nous allons maintenant vers la 10e question. Hein, alors, attendez. Oh, alors, nous finissons sur le cœur. Le cœur, c'est des post-it. Hein, ce sont des post-it en forme de cœur. Alors, pourquoi j'ai acheté ces post-it en forme de cœur? Bien parce que j'aime bien le cœur, j'aime bien cette forme. Moi, ça me met de bonne humeur, d'excellente humeur. Quand j'ai un truc, j'ai une excellente mémoire, j'ai vraiment même une mémoire d'éléphant. Mais bon, il y a des trucs qui me shootent pas, hein, du tout. Pardon, le truc qui me shoote pas du tout, je mets un petit sticker. Bon, aller voir les impôts, mettre de l'essence, tout ça, c'est pas des trucs qui me passionnent. Mais donc je le mets, mais le fait que ce soit sur un petit post-it en forme de cœur, et ben voilà, ça me met de bonne humeur, et ça me paraît moins enquiquinant, on va dire. Alors, le seul ennui avec ces petits post-it, c'est qu'on peut pas en écrire beaucoup, hein, donc il faut être concis. Surtout moi qui ai quand même une grande écriture, il faut être concis parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Hein, il n'y a pas beaucoup de place. Mais bon, alors il faut bien réfléchir, impôts, et pas aller aux impôts demain matin. Voyez-vous? Non, il faut être concis, tout de suite trouver le mot qui va résumer l'action à faire. Le problème aussi, c'est que parfois, quand il y en a 2 ou 3 qui viennent d'un coup, voyez-vous, il y en a 2 ou 3 qui viennent d'un coup, et après, évidemment, ça colle plus aussi bien, c'est plus pareil. Donc, faut faire très attention quand on les prend, bien prendre feuille par feuille, vous voyez, avoir de l'attention, sinon, il y aura du gaspillage, et partiront beaucoup plus vite. Le problème aussi, c'est que des fois, la colle n'est pas très bonne. Hein, moi, j'ai accompagné l'histoire du post-it parce que j'avais un ami qui travaillait sur la compagnie qui a inventé le post-it. Alors, il me disait que la colle, bon, ça n'a pas été, vous voyez, c'est un petit truc de rien du tout. Aujourd'hui, ça fait partie de tout le monde se met un post-it, on dit rendez-vous 15 heures, on en met partout sur le frigidaire, au bureau. En réalité, ça a demandé plusieurs années pour arriver précisément à faire un post-it. Vous voyez, ça n'a pas été aussi facile que ça apparaît. Il a fallu doser la colle, il a fallu parce qu'on l'enlève, on le remet, et on le remet. Donc ça a demandé des études, ça a demandé quelques années d'études, d'essais, hein, et pour arriver justement au post-it que nous connaissons aujourd'hui. Donc moi j'aime bien parce que voilà, je termine, c'est donc cette 10e, la personne qui a choisi la 10e question avec ce post-it.
post-it qui est agréable, qui me met de bonne humeur. Mais il faut quand même faire attention quand on l'enlève. Et puis on les trouve pas si facilement que ça, hein, les post-it en forme de cœur. Là où moi j'achète tous mes trucs, parfois il y en a, parfois il y en a pas. Donc quand il y en a, j'en achète plusieurs d'un coup, parce que sinon je suis pas sûre d'en retrouver autant, enfin de retrouver les mêmes la prochaine fois. Puis rose, c'est joli, rose c'est le chakra du cœur, donc c'est bien. Moi j'aime bien, voilà. Et donc je termine. C'est la question numéro 10 pour les personnes qui ont choisi la 10. Alors, pour terminer complètement, ce que nous faisons parfois avec des amis qui aiment bien, bon, tout le monde aime bien avoir des questions, enfin tout le monde a des questions et tout le monde aimerait bien avoir des réponses, c'est que chacun apporte des objets. On fait une soirée ou une après-midi intuition, on les met sous une nappe, et on mélange, voilà. Et puis chacun prend un objet et voilà, fait comme je viens de faire pour ces 10 exemples, et répond à la question de la personne, ou qui est avant ou qui est après. Hein. Après, c'est un code que vous devez définir, bien sûr, avant de commencer le jeu. Et ce que je conseille toujours, c'est de ne pas dire quelle est la question. C'est-à-dire que la personne répond en aveugle. C'est-à-dire que vous connaissez évidemment votre question, mais la personne qui va faire l'exercice ne le connaît pas. Vous pourriez aussi faire en double aveugle, c'est-à-dire que vous faites 10-12 questions que vous mettez, dont vous mettez dans une enveloppe, hein, vous mettez chaque question dans une enveloppe, et puis vous prenez une enveloppe au hasard, et la personne, donc votre voisin, qui vous précède ou qui vous suit, répondra en faisant de la même façon que moi je viens de faire, répondra à votre question, à une question que vous ne connaissez pas, que vous ouvrirez. Quand elle aura terminé, vous verrez comment la personne a répondu à votre question. C'est ce que j'appelle en double aveugle. Pourquoi? Parce que ni vous ni la personne ne savez quelle est la question qui est dans l'enveloppe. Voilà. Bon, mais pour s'amuser, je vous conseille plutôt de le faire comme ça, simplement vous ne savez pas en aveugle, et celui qui fait l'exercice, eh bien, il n'est pas au courant, ça ne peut pas l'influencer. Rappelez-vous toujours que le mental est extrêmement puissant, et donc, moins vous en savez pour faire votre exercice, mieux c'est. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent exercice intuitif, et je vous dis à la prochaine fois, et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos questions éventuellement, ou sur YouTube ou sur le blog. De toute façon, je répondrai toujours sur le blog. Les personnes qui posent des questions sur YouTube, je ferai un copier-coller et je répondrai après sur le blog. Voilà, je ferai un double copier-coller pour que ça soit ça profite à tout le monde, hein, parce que effectivement, plus vous lisez là-dessus, plus vous avez d'explications, plus vous imprégnez de ça. Rappelez-vous toujours que l'intuition est là pour vous aider, uniquement pour vous aider, vous rendre la vie plus facile. À très très bientôt.